everyone, and welcome to Bonjour today's tout le monde, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui, les enfants, les familles et les maladies rénales héréditaires. Avant de commencer, j'aimerais passer en revue quelques points afin que vous sachiez comment participer à l'événement d'aujourd'hui. Vous avez joint l'écoute de la présentation avec le système de haut-parleur de votre ordinateur par défaut. Si vous préférez vous joindre par téléphone, sélectionnez la flèche située à côté de l'icône Mute, Unmute en bas de votre écran dans la barre d'outils Zoom. Sélectionnez Switch to Phone Audio, puis sélectionnez Phone Call et suivez les instructions pour composer le numéro. Par défaut, tous les participants entrent dans le webinaire avec l'audio en sourdine. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et vous recevrez un courriel de suivi dans les 48 à 72 heures avec un lien pour le visionnement sur demande. Nous proposons ce webinaire comme notre premier événement bilingue utilisant la traduction simultanée. Vous pouvez choisir d'écouter la présentation qui sera donnée en anglais et en français en choisissant la langue de votre choix dans l'icône d'interprétation de la barre d'outils Zoom. Ce webinaire est le premier que nous faisons dans les deux langues utilisant la traduction simultanée. Vous pouvez choisir d'écouter la présentation qui sera donnée en anglais et en français en choisissant votre langue préférée dans les icônes d'interprétation dans la barre d'outils Zoom. For those of you joining on your computer, you will have the opportunity Pour ceux qui sont sur l'ordinateur, vous aurez la possibilité de soumettre des questions textuelles au présentateur en les tapant dans le volet Q et R de la barre Zoom en bas de la fenêtre. Veuillez éviter d'utiliser la boîte de discussion pour soumettre vos questions. Ça nous aide à les contrôler plus efficacement lorsqu'elles sont dans la boîte de questions. Vous pouvez envoyer vos questions à tout moment pendant la présentation. Nous les recueillerons et les traiterons lors de la séance de questions-réponses qui auront lieu à la fin. Pour protéger votre vie privée, lorsque vous posez une question, veuillez ne pas utiliser votre nom ou fournir d'autres informations personnelles. Je voudrais vous présenter nos modérateurs pour ce webinaire. Lydia Lauder, directrice nationale des programmes et des politiques publiques de la Fondation de Rhin. Hélène Boisvert, directrice des programmes de la Fondation de Rhin. Lydia? Lydia. Thank you very much, Janice. And, merci beaucoup, Janice. Nous aimerions remercier les commanditaires pour aujourd'hui. Just one moment, I've lost a few things. So our sponsors, Alexion, AstraZeneca, Horizon, Janssen. Alexion, AstraZeneca, Horizon, Janssen, Otsuka, Paladin et Sanofi Genesen. Les maladies rénales peuvent toucher les personnes de tous âges, à tous les stades de leur vie. La génétique peut provoquer une maladie rénale chronique, une insuffisance rénale, en particulier chez les enfants et les adolescents. Certaines maladies sont rares, même ultra rares. Au cours de ce webinaire, un groupe de néphrologues, des patients, des membres de leur famille discutera de certaines maladies rénales qui sont courantes dans les familles, comme la polycystose rénale, et qui sont considérées comme rares, comme la maladie de Fabry, la glomérulonéphrite. Ils discuteront de la manière d'avoir une conversation avec votre médecin sur ces maladies, des effets de la vie avec elles et d'autres exemples. Nous sommes ravis de vous présenter un panel de médecins et de patients et les remercions d'avoir pris le temps de partager ces informations importantes aujourd'hui. On a beaucoup de contenu à couvrir aujourd'hui, alors veuillez regarder les bios que nous avons fournis. Merci, Lydia. Alors, j'aimerais vous présenter le docteur Marie-Josée Clermont, qui est néphrologue pédiatrique au CHU Sainte-Justine de Montréal, le plus grand hôpital mère-enfant du Canada. Elle est principalement impliquée dans la greffe rénale. Dr. Paul Goodyear has been Director, Division of Pediatric Nephrology at the Montreal Children's Hospital since 1998. Diplômé de l'Université Harvard, le Dr. Goodyear a fait des recherches et s'intéresse dans la génétique moléculaire. Et il met l'accent sur les déterminants des maladies rénales. Dr. West est actuellement professeur à la division de néphrologie du département de médecine de l'Université Dalhousie à Halifax et ancien président de la Société canadienne de néphrologie. Il est aussi directeur de la clinique de la maladie
maladie de Fabry en Nouvelle-Écosse et chercheur principal au Registre canadien de la maladie de Fabry. J'aimerais maintenant vous présenter Mélanie Antoun, qui a reçu le diagnostic du syndrome d'Alport à l'âge de 15 ans. L'insuffisance rénale était déjà présente dans sa famille depuis plusieurs années, mais jusqu'à son diagnostic, l'hérédité n'était pas en cause. C'est ce qu'on croyait à l'époque. En 1989, une simple expérience de laboratoire dans son cours de biologie en secondaire 3 avec sa propre urine révéla des résultats qui seront pour elle significatifs et qui feront toute la différence. Après quelques examens et visites chez le médecin et considérant les antécédents familiaux, le diagnostic tombe. Sa sœur sera aussi testée, ce qui confirmera qu'elle est aussi atteinte du syndrome d'Alport. Pour autant qu'ils le sachent, au moins 5 générations de leur famille ont été touchées. Sandra Kidston. In childhood, Sandra enjoyed an outdoor life. Dans son enfance, Sandra a profité de la vie en plein air, plein d'aventures. En 1974, son père a succombé à une maladie polykystique des reins. À 17 ans, elle s'est mariée et a eu un premier fils. À 24 ans, on lui a donné un diagnostic de maladie polykystique des reins. C'est cette même maladie qu'elle a vu son père combattre. Elle a subi une ligature des troncs pour empêcher la maladie de se propager à une génération suivante. Elle a eu un autre fils, il était atteint de PKD. À 48 ans, elle a commencé de l'hémodialyse. En 2012, elle a reçu sa première et unique transplantation. Depuis, elle a subi une double néphrectomie. Les reins transplantés fonctionnent à 30 %. Ed Koning. In January 2001, after thinking he either had the stomach flu or diabetes, Ed went to his family physician. Elle est allée voir son médecin après une maladie. En quelques jours, il a été informé que ses reins étaient presque à l'arrêt, que son cœur était gravement endommagé et qu'il pouvait subir une attaque à tout moment. À la suite de la biopsie rénale, on lui a diagnostiqué la maladie de Fabry. Elle est considérée comme une maladie ultra-orpheline dont la fréquence n'est que de 1 personne sur 117 000. C'est très difficile à diagnostiquer. Et il avait 43 ans à l'époque et on lui a dit qu'il n'atteindrait probablement pas l'âge de 50 ans. Après avoir fait des recherches sur l'histoire médicale de sa famille, il a appris que le plus longtemps qu'un de ses proches ait vécu dans cette maladie, c'est 48 ans. En 2012, Randy a pris sa retraite de la fonction publique fédérale après une belle carrière de 36 ans en gestion des ressources humaines. On lui a diagnostiqué une maladie polykystique des reins à l'âge de 29 ans. En septembre 2017, sa femme Francine lui a fait don d'un rein. Il a eu l'honneur d'être un conférencier invité au Congrès national de la Société canadienne de néphrologie en avril 2015 et il s'est vu décerner par Action Cancer Ontario et le Réseau rénal de l'Ontario le prix du mérite humanitaire pour son implication dans les soins centrés sur la personne. Je laisse maintenant la parole au Dr Clermont. Je suis très contente de vous rencontrer aujourd'hui. On va parler des maladies rénales familiales. On va donner certaines notions de base. La prochaine, next slide. Alors, les maladies rénales familiales en pédiatrie, évidemment, moi je suis pédiatre, on a souvent toute la famille devant nous, ou au moins un des parents, et on a le jeune devant nous. Alors, il faut commencer par, dans toutes les maladies, en fait, faire une enquête familiale, mais c'est plus facilement dit que fait. Parfois, le père n'est pas présent, ou la mère, et ou un des parents est adopté, donc son bagage génétique n'est pas connu, ou l'enfant provient d'un don de sperme ou d'un don d'ovule de plus en plus fréquent dans la société. Donc, il faut vraiment faire une enquête complète. De plus, on va souvent questionner à propos des oncles et des tantes, donc cette génération, la génération des parents. Et comme les familles sont de plus en plus petites, les parents ont souvent un seul frère ou 2 ou 3 frères ou sœurs. Donc, la maladie a moins de chances de s'exprimer.
Alors, l'enquête familiale est très importante. C'est la première étape et ce n'est pas toujours aussi simple que ça en a l'air. Next slide, please. Alors, on va parler des gènes. J'imagine que tout le monde connaît la notion de gène. Le génome, c'est l'ensemble de nos gènes. Et qu'on voit ici, on a 23 paires de chromosomes. L'être humain a 23 paires de chromosomes qu'on voit ici. Et sur chaque chromosome, qui a l'air de ça, il y a des gènes et il y a des régions intergéniques. Et on aurait entre 20 et 30 000 gènes dans tout notre génome. Mais bien sûr, tous ces gènes-là ne s'expriment pas nécessairement. Next slide, please. Alors, vous connaissez le mot ADN, c'est la base des gènes. C'est cette chaîne ici, cette double chaîne qu'on appelle une hélice qui contient des structures ici qui lient les deux hélices. Et cette chaîne se retrouve donc sur le chromosome, toute repliée sur le chromosome, qui lui va se retrouver dans le noyau de nos cellules. Alors, c'est replié sur elle-même que cette chaîne se retrouve et tous les gènes ne sont pas exprimés en même temps et au même moment. Certains vont être exprimés avant la naissance et certains autres après la naissance. La prochaine diapositive est le gène, le rôle du gène. Alors, je vous fais ce matin de la biologie de secondaire 4. Alors, le gène, ce sont des images de secondaire 4 que j'ai prises. Alors, la chaîne d'ADN va donner naissance à une chaîne d'ARN. Il va se définir une chaîne d'ARN messager, le M ici. Et vous avez entendu parler de l'ARN à cause du vaccin COVID qui est un vaccin ARN. Et l'ARN, c'est ce qui va servir à synthétiser les protéines, à créer les protéines. Et cet ARN-là va se mettre dans une petite usine ici et qui va fabriquer les protéines. C'est ce qu'on appelle la transcription de l'ADN. La prochaine slide. Alors, l'ADN va donner naissance à l'ARN, comme je vous ai dit tout à l'heure, et l'ARN va programmer une suite d'acides aminés qui sont des petites briques qui vont former les protéines. Et une fois que la protéine, il y a des protéines qui ont plusieurs centaines d'acides aminés, la protéine va se replier comme ça sur elle-même. Alors, je vais parler tantôt des mutations et des erreurs. Il peut s'agir d'un seul acide aminé qui n'est pas le bon ou d'une chaîne qui est renversée, c'est-à-dire il y a un morceau qui est à l'envers ou une perte d'un bout de protéines. Les protéines dans notre corps sont évidemment très importantes. Elles vont servir à toutes sortes de choses. Elles vont servir à transporter l'oxygène, comme l'hémoglobine, les muscles. Elles font partie de la structure d'un tissu, comme le tissu rénal. Il y a des protéines qui sont de structure. Elles sont dans le collagène. Le collagène, c'est différentes chaînes de protéines. Et elles servent aussi d'enzymes pour catalyser certaines réactions dans le corps. Donc, elles sont partout, à la fois dans la structure des organes et dans le rôle métabolique, c'est-à-dire tout le métabolisme, le transport de l'oxygène, etc. Alors, elles sont très importantes. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je vais vous parler très brièvement de la transmission des maladies génétiques. C'est vraiment les grandes lignes. Je pense que mes deux confrères vont rajouter certaines données. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, on parle de 3 types aujourd'hui, autosomal dominant, autosomal récessif et une transmission liée au sexe. Alors, autosomal dominant,
c'est quand le gène est dans une personne malade, il est exprimé, la personne est malade, elle peut être malade plus tard dans sa vie et se reproduire et avoir des enfants avec quelqu'un qui n'a pas la maladie ici. Et elle transmettra à chaque enfant à qui elle donne ce gène-là, chaque enfant sera lui-même malade. Et elle va transmettre ça, elle a une chance sur 2 de transmettre ce gène-là. Maintenant, il faut que vous compreniez bien qu'une chance sur 2, c'est pour chaque grossesse. Alors, ce n'est pas parce qu'on a 4 enfants comme ici qu'1 sur 2 va avoir la maladie. Il se peut que, comme dans cette génération-ci, la dame, je dis que c'est une femme parce que c'est le symbole des femmes, le cercle, elle a eu 2 sur 3 qui étaient malades. Alors, dominant, c'est une personne malade qui va transmettre la maladie à un enfant sur 2 et le risque est le même pour chaque grossesse. Et elle va autant avoir des garçons que des filles malades. Par exemple, les reins polykystiques dont mes confrères vont reparler sont de transmission dominante. La diapositive suivante va vous montrer, c'est un peu plus complexe, c'est des gènes, des maladies qui sont dites autosomales récessives, c'est-à-dire les 2 parents sont des gens qui sont porteurs d'un gène qui est fautif, qui est malade, ici le petit r que vous voyez sur la diapo. Ils ne sont pas malades ou très peu malades. Et ils ont des enfants, ils ont 4 enfants ici. L'enfant qui reçoit les 2 bons gènes, un de chaque parent, est tout à fait sain. L'enfant qui reçoit les 2 gènes malades, ici, est malade. Il présente une maladie. Et les 2 enfants ici qui ne reçoivent qu'un R et un R majuscule sont des enfants qui sont porteurs de la maladie, comme leurs parents. Donc, en principe, ils ne sont pas malades et il y a peu de conséquences pour eux, sauf si ils se reproduisent éventuellement avec une autre personne qui est porteuse. Donc, on va demander à ces gens-là souvent de revenir en génétique au moment où ils sont prêts à avoir une famille pour qu'on teste leur nouveau conjoint. Ces maladies-là se retrouvent beaucoup dans les populations plus isolées où les gens se marient dans un bassin restreint de personnes, comme cela existait comme exemple au lac Saint-Jean il y a quelques générations où il y avait beaucoup de gens qui venaient d'une seule famille. Donc, il y a eu comme la fibrose kystique en particulier, qui est un gène récessif. Il y a eu beaucoup d'enfants atteints. Ou au Maghreb ou en Afrique du Nord, il y a beaucoup de cas de maladies récessives. La cystinose, qui est une maladie que nous, on voit fréquemment en néphrologie pédiatrique surtout, c'est une maladie récessive. La prochaine, c'est la transmission liée à l'X, parce que le gène responsable de la maladie, il est sur le chromosome X. Par exemple, la maladie d'Alport. Alors, la prochaine diapo, on va faire le détail de cette diapositive-là. Alors, la mère ici, elle est porteuse de l'anomalie, le petit gène bleu ici que vous voyez, ça c'est la mère. La mère, elle a 2 chromosomes X. Le père a un chromosome X et un chromosome Y. La mère est porteuse, elle est parfois malade, mais souvent légèrement malade, parce qu'elle a un autre chromosome qui n'a pas d'anomalie. Alors, quand ces gens-là ont des enfants, la génération de leurs enfants dépend du X que la mère donne. Si elle donne son X qui est normal, elle a un garçon qui n'est pas malade. Il a un chromosome X normal et le chromosome Y vient de son père. Si la mère donne son chromosome X à sa fille et l'autre chromosome X vient du papa, lui il est sain, cette fille sera une porteuse comme sa mère.
elle aura à peu près le même type de symptômes. Par contre, si la mère donne son chromosome atteint à ce garçon-là, chromosome Y sain, ce garçon-là est malade. Et ici, vous avez une fille qui n'a rien, elle a reçu le X, le bon X et le bon X de son papa. Ici, si le père qui est atteint, ce garçon-là ici qui est malade, il vieillit, il se marie et sa progéniture, ses enfants, il va avoir, comme il va donner son Y normal à ses garçons, les garçons vont être normaux. Par contre, il va donner son X qui est malade, il n'en a qu'un X et il est porteur de l'anomalie. Alors, ces filles vont devenir des porteuses. Et le cycle va se reproduire comme ça. Alors, on va à la diapositive suivante pour vous parler des mutations spontanées. Alors, vous voyez une belle tulipe ici, dont une pétale a une mutation. Alors, ça, c'est une modification des gènes qui est accidentelle ou qui peut être provoquée par les radiations ou autre chose. Et selon la partie du génome, de l'ensemble de nos gènes qui est touché, les conséquences peuvent varier. Prochaine diapo. Alors, des mutations, il y en a dans les reins polykystiques quand on analyse les familles. Probablement que 5% des gens qui sont porteurs de reins polykystiques, ça provient d'une mutation. Donc, il n'y a personne dans leur famille qui a cette maladie-là, mais ils vont pouvoir la transmettre malheureusement à leurs enfants. Et il y aurait jusqu'à 15% de mutations dans la maladie d'Alport. Prochaine diapo. J'espère que vous me suivez. Alors, je reviens à cette diapo-là pour vous montrer la protéine, sa formation. Et je continue avec la prochaine diapo. Alors, ce que ça nous a permis de découvrir, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est que progressivement, on a découvert les gènes malades. Les chercheurs en génétique ont analysé les gènes chez l'animal, chez l'humain, et ont été capables de vraiment découvrir et définir le gène qui est malade. Cela nous a permis de découvrir la protéine. Hein, je vous l'ai dit, le gène, il code pour l'ARN qui code pour la protéine. Donc, on a découvert la protéine qui était malade. Et ça nous a permis de découvrir le rôle, la physiologie de cette protéine-là. À quoi elle sert? Est-ce que c'est une enzyme? Est-ce que c'est une protéine de structure? Et en découvrant le rôle de cette protéine, on va probablement, dans certains cas, trouver un traitement. Et aussi, en même temps, en découvrant le gène, on est capable de faire du diagnostic prénatal. Alors ça, c'est ma grosse dose d'espoir dans cette présentation-là. Prochaine diapositive. Pour vous montrer ici, ça, c'est un laboratoire commercial qui fait l'étude des gènes et votre médecin peut envoyer vos gènes, votre ADN avec votre accord, évidemment, à ces compagnies-là. Il y en a plusieurs et ils sont capables de faire des études génétiques en néphrologie, en particulier sur plusieurs types de maladies, comme vous voyez ici. Les autres organes aussi ont leurs études génétiques associées. Prochaine diapo. Alors, le diagnostic prénatal, je ne suis pas certaine que tout le monde d'entre vous en a déjà entendu parler, mais c'est important. Alors, ce qu'on va faire avant que l'enfant soit né, on va rechercher le gène anormal, soit sur les villosités choriales, c'est-à-dire le placenta, et on peut faire ça dès la 8-9e semaine. C'est un prélèvement. Et sur le liquide amniotique par amniosynthèse, ça, c'est plus vers la 15e semaine. Alors, on va chercher le gène anormal. Et s'il est présent, bien, la famille peut décider de garder l'enfant ou non. Prochaine diapositive. Et la façon un peu plus compliquée d'avoir des enfants sains, c'est-à-dire pas malades, non atteints, c'est de créer des embryons à partir du père et de la mère, ou même à partir d'un don d'ovule, et d'aller chercher une des cellules de cet embryon-là. Vous voyez un embryon à quelques cellules.
et d'étudier les gènes de cette cellule-là pour voir si l'embryon est atteint ou non. S'il est sain, on peut l'implanter dans l'utérus et avoir une grossesse d'enfants normaux. Donc, on crée en général entre 6 et 10 embryons et on trouve celui qui est sain et on peut l'implanter. Prochaine diapo. Alors ça vous donne quand même de l'espoir pour la génération qui vient. Alors, comment nos patients arrivent dans notre bureau? Bien, parfois, c'est les enfants qui vont révéler la maladie familiale. Les enfants vont arriver avec du sang dans les urines ou une douleur abdominale, une échographie abdominale qui va montrer des reins polykystiques. Donc, on va faire une enquête épidémiologique auprès des parents et même parfois les oncles et tantes. Parfois, c'est des parents atteints qui vont amener leurs enfants pour questionner le néphrologue à propos des précautions à prendre, des traitements qui seraient applicables, des enjeux d'assurance aussi. Et parfois, c'est l'enfant qui va révéler la maladie chez les frères et sœurs. Comme Mme Antunes, on a trouvé la maladie chez elle et on a aussi malheureusement découvert la même chose chez sa sœur. Prochaine diapo. Alors, les réactions, je pourrais vous en parler pendant des heures, les réactions à la maladie, selon le type de maladie, mais en général, c'est comme une réaction de deuil avec du déni, de la colère, tristesse, mais ça finit souvent par de l'implication, de la participation au traitement et à la recherche aussi. Mais particulièrement pour les maladies génétiques, familiales, il y a beaucoup de réactions qui sont liées à l'idée de la transmission. Vous savez, à partir du moment où on a des enfants, on se sent toujours coupable pour quelque chose. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire? Est-ce que je lui ai donné assez de vitamines? Est-ce que moi-même, j'ai pris assez de vitamines quand j'étais enceinte? Mais quand c'est transmis, quand on l'a transmis à nos enfants, la réaction peut être assez intense et souvent va demander du support de la part des travailleurs sociaux ou des psychologues. Je me souviens d'un jeune qui m'a dit, mon père m'a donné cette maladie-là, mais c'est vraiment pas tout ce qu'il m'a donné. Il m'a donné beaucoup de belles choses aussi. Alors, ça m'avait beaucoup réjoui. La prochaine, qui est la dernière diapositive que je veux vous montrer, c'est un peu l'avenir. Vous voyez, il y a cette enzyme-là qui s'appelle le CRISPR-Cas9, qui est un enzyme ici, qui sert à changer des brins d'ADN. Vous avez la double hélice ici et on va pouvoir éventuellement, pas tout de suite parce que c'est quand même de la haute voltige médicale, mais aussi éthique. Il y a plein d'enjeux éthiques et on va pouvoir probablement changer les gènes peut-être in utero ou dans l'embryon. Donc, les gens ne vont plus avoir cette malformation-là ou cette maladie-là. Alors, c'est un peu ce que je voulais vous dire assez rapidement, mais je pense qu'il y a des belles notions d'espoir dans ce que je vous ai dit. Alors, merci beaucoup. It's Dr. West here. Thank you very much for the invitation from the Kidney Foundation. Merci beaucoup de l'invitation. Je vais vous parler de la maladie rénale de Fabry. J'ai une divulgation ici. Je vais vous dire quelques mots sur les objectifs. C'est quoi la maladie de Fabry? De quoi ça a l'air? Et aussi comment le dépistage, comment savoir qui l'a? Et aussi, facteur important, comment le traiter? Comme d'autres maladies rénales, est-ce que c'est possible de la traiter? La maladie de Fabry tire son nom d'un Hollandais qui l'a diagnostiqué dans les années 38. On sait très bien que c'est une erreur innée du métabolisme de la glycosphingolipide qui est causée par une activité réduite de l'enzyme. L'enzyme
lysomale alpha-galactosidase, AGAL. Alors, cette anomalie ici intervient à ce niveau. Cette enzyme n'est pas présente dans la cellule. Alors, c'est une grosse molécule GB3 qui cherche et qui ne sait pas où aller et qui s'accroche à une cellule qui cause des dommages au rein. Alors, ce gène GAL, GLA, le gène GLA. Alors, vous avez vu comment fonctionne le système, la génétique. Alors, il intervient et cause, s'il y a une anomalie dans le gène, l'enzyme, alors, intervient. Ce gène est situé sur le chromosome X. Alors, il est relié au chromosome X. Ça explique aussi la transmission par le gène X. Il y a 1000 différentes mutations de ce gène. Et il y a des mutations nouvelles, toutes les possibilités se présentent ici. En bas à gauche, vous voyez la généalogie typique avec les cercles au milieu et les carrés. Alors, c'est transmis aux femmes et les fils transmettent aux filles. Mais toutes les filles vont être porteuses de cette anomalie. Les hommes sont aussi affectés de façon importante, comme vous le voyez. Il y a un chromosome X, un Y. Donc, sur le X, il va y avoir le GLA altéré. Et les femmes, les filles ont 2 X, mais un seul aura le gène GLA avec l'anomalie. Dans chaque cellule, il y a 2 chromosomes X. Un seul est actif, l'autre est inactif, ce qui veut dire que les femmes sont affectées parce qu'ils ont un mélange ici des cellules. Alors, celles où le chromosome affecté s'exprime auront la maladie. Voici les autres cellules normales avec une copie normale du chromosome X. Alors, il y a chez les femmes un mélange de cellules normales et anormales. Alors, les hommes ont la maladie qui s'exprime de façon plus grave. Dans chaque système du corps, les choses qui sont les plus importantes, ces caractéristiques, c'est les insuffisances rénales. Il y a d'autres aussi. Le cœur peut avoir des problèmes. Il y a des maladies cardiaques, AVG, ACV. Et aussi, il peut y avoir très tôt des sentiments de brûlure. Et il peut y avoir des dommages aussi, des petits points à la surface de l'épiderme, à peu près à la région de l'aine. Il y a aussi l'essoufflement. On fait par erreur un diagnostic d'asthme, diarrhée, constipation, perte de poids, nausées et d'autres symptômes. Et maintenant, le rein lui-même. Alors, ça commence à l'enfance. C'est une maladie pédiatrique. C'est la présence de protéines en petite quantité dans l'urine, le gras, le sang.
Alors, voyez ici, c'est ce qu'on voit au microscope, des globules sanguines. Et si on l'illumine, on voit ces cellules agglutinées plus claires. Et ça, on le détecte très tôt en bas âge. Et il y a aussi des kystes rénaux, comme dans la maladie polycystique dont on a parlé. Il y a aussi un certain nombre d'éléments. Mais ces kystes n'endommagent pas les reins comme tels. Il y a une réduction de la fonction rénale avec le temps. Il y a aussi une accumulation de cicatrices qui se forment sur les tissus des reins. Et il y a des insuffisances rénales qui se développent tôt dans la quarantaine, autour de 40-42 ans. Alors, ça varie aussi. Les parents ont de plus en plus de protéines dans l'urine et sont à risque donc d'une détérioration des reins, du cœur et aussi d'insuffisance rénale. Les femmes qui ont cette maladie ont moins de protéines contenues dans leurs urines que les hommes et ont moins de risques d'avoir une insuffisance rénale. Voici le développement de la maladie. Première phase, vous voyez selon la charge de la maladie, les dépôts GL3 cellulaires quand l'enfant est petit. Alors, plus la personne vieillit, plus de GB3 va s'accumuler dans les cellules. Et avec le temps, il va commencer à développer des anomalies ou des blessures dans certaines cellules. On va avoir une augmentation des protéines dans l'urine et aussi des malformations ou des cicatrices des tissus dans les reins. Et avec la progression, finalement, il va y avoir une perte de fonction rénale. Et ça prend quand même un certain nombre d'années. Comment établir le diagnostic? Ça, c'est très important de diagnostiquer la maladie de Fabry. On doit mesurer la faible activité de l'alpha-galactosidase. On cherche aussi la mutation génétique de la GLA, le gène GLA. On peut aussi mesurer le GB3 urinaire et l'écho-GB3 plasmatique qui est accru. On mesure tous ces éléments pour déterminer la mutation. Chez les femmes, il y a un mélange de cellules saines et anormales. Même, ils peuvent avoir des cellules normales, mais ont un diagnostic quand même de mutation de GLA. On sait aussi qu'il peut y avoir des mutations spontanées, on a déjà mentionné, mais la majorité des patients ont des antécédents familiaux. Il y a quelqu'un d'autre dans la famille qui souffre de cette maladie. Alors, ça ne veut pas dire que la maladie de Fabry est présente, mais elle retarde, les diagnostics sont retardés. Il y a aussi des nouvelles mutations à 5% sans vraiment d'antécédents familiaux. C'est important de dépister pour connaître la présence de cette maladie. Ce n'est pas aussi rare. En Nouvelle-Écosse, on le voit, c'est assez courant. Alors, ce n'est pas rare du tout.
mais c'est moins présent ailleurs au pays. Il y a des études qui montrent que dans certaines régions du monde, on peut trouver un cas sur 3000 garçons qui sont nés. Quand on fait un test pour les patients dialysés, on peut trouver un cas de maladie de Fabry sur 250 patients. Alors, qui dépister? Ceux qui ont la maladie, mais leurs parents aussi, leurs parents proches. En moyenne, on va trouver 7 autres parents qui en souffrent quand on commence à faire le dépistage chez un patient. C'est recommandé aussi de dépister tout patient à risque élevé souffrant de néphropathie chronique inexpliquée, qui vont dans des cliniques ou dont on sait qu'ils ont des néphropathies. C'est important aussi d'identifier de façon exacte les patients non diagnostiqués pour donner une consultation ou des conseils génétiques, un traitement précoce ou aussi pour fournir des meilleurs est-ce qu'ils veulent d'autres enfants ou pas? Ou simplement, vous allez voir ici à droite, sur un morceau de papier, vous mettez du sang, une tache de sang, et on envoie les échantillons à un laboratoire pour que le test soit effectué. Voici un exemple de la transmission. Alors, la boîte, vous voyez la généalogie. Alors, un patient chez qui on a détecté un niveau élevé de protéines dans les urines, créatine 120. Donc, on a fait ce test génétique et enzymique, activité enzymique faible, et il y avait une mutation génétique qui a causé cette maladie. On a testé d'autres, ses 2 frères, d'autres membres de sa famille. Et vous voyez, il y avait 2 sœurs qui ont eu un résultat positif au test. Une des sœurs avait un fils qui aussi souffrait de la maladie et l'autre sœur avait 3 enfants. Le fils a eu un résultat positif. Alors, c'était une chance de presque 50% d'avoir la maladie. Et cet homme, on a testé la mère et elle avait 12 frères et sœurs. Elle a refusé de dire à ses frères et sœurs qu'elle avait la maladie. Alors, malheureusement, certains de ces 12 frères et sœurs ont eu des descendants qui étaient porteurs de la maladie, qui souffraient de la maladie. On n'a pas pu tous les rejoindre pour des raisons de confidentialité. Dans ce cas, 7 autres personnes ont été affectées. Il existe un traitement, ce qui est important, des facteurs non spécifiques, par exemple, les risques, il faut contrôler les facteurs de risque comme cholestérol élevé, cigarettes, tension artérielle élevée, prévention des CV et aussi, contrôler les douleurs nerveuses avec des médicaments. On doit aussi limiter les protéines contenues dans l'urine. Vous voyez ici réduction du sel dans l'alimentation, vitamine D, etc. Il y a aussi transplantation, dialyse. Il y a aussi on fait appel à des équipes multidisciplinaires avec un suivi régulier et aussi des traitements pour la recherche en matière de thérapie génétique, etc. Alors, les choses s'améliorent considérablement.
En conclusion, la maladie de Fabry touche les hommes plus que les femmes. Elle commence dans l'enfance. Il faut dépister la maladie de Fabry, ce qui est recommandé pour tous les patients qui ont des maladies ou des néphropathies inexpliquées. Le traitement doit commencer tôt, même à l'adolescence. Il faut contrôler les protéines dans l'urine, la pression artérielle, le cholestérol et cesser de fumer. L'enzymothérapie substitutive est proposée aussi, une thérapie chaperonne, et je pense que l'avenir est du côté de la thérapie génique qui doit être plus efficace. Je vous remercie de votre attention. Je suis prêt à prendre vos questions si vous en avez. Merci. So this is Paul Goodyear from McGill. Ici Paul Goodyear de McGill. So, Dr. Clermont, Docteur Clermont, au début, a parlé du grand nombre de maladies rénales. Vous voyez pourquoi les maladies génétiques sont si importantes dans les maladies rénales, parce que les gènes sont constitués de millions de petites unités comme ça dont la structure ressemble à celle-ci, où le sang forme l'urine, passe dans un filtre, circule dans tous ces segments. Chacun de ces segments ressemble à un organe séparé, a des fonctions tout à fait spécialisées, qui fait des choses spéciales à l'urine quand l'urine passe. Garder le bon, séparer le mauvais. Mais chacun des segments a besoin de gènes spéciaux pour que ces fonctions soient spéciales. Les reins sont sensibles aux maladies parce qu'il y a plusieurs différentes maladies qui peuvent être en jeu. Et comme Dr. West a fait, je vais vous parler de certaines maladies qui touchent le glomérulus ici et aussi les tubules qui sont pour les maladies polykystiques. Je vais commencer avec le syndrome d'Alport, qui s'appelait les néphrites héréditaires au début. Néphrites, en fait, au début, il y avait la partie héréditaire était bonne, pas néphrite, mais ça a été identifié par cette personne qui est Cécile Alport, il y a près de 100 ans, et qui a reconnu les propriétés de cette maladie, même s'il ne le savait pas, qui était une maladie qui touchait les petits filtres, les structures filtrantes qui reposent sur la membrane, juste sous les vaisseaux sanguins, qui permettent au fluide de circuler pour former l'urine, mais qui recircule ensuite. Vous voyez, c'est une maladie qui touche cette petite membrane. Si vous n'avez pas le gène pour le syndrome d'Alport, les enfants commencent par un peu de sang dans l'urine. Ensuite, il y a des protéines davantage dans l'urine. Alors, ça veut dire que le filtre ne fonctionne pas. Les cellules sanguines, les protéines passent. Avec le temps, le même processus qui brouille le filtre et il y a une perte. Et finalement, au début, il y a d'autres choses qui passent dans le filtre, mais avec les années, il y a peu de choses qui passent par le filtre et ne peuvent éliminer les mauvais éléments. Donc, les hommes auront besoin de dialyse au fil du temps et beaucoup de gens le savent et on les connaît. Il y a plusieurs cas. Il y a aussi des cas de surdité entraînant des anomalies oculaires. Il s'agit vraiment du micrographe électron ici, ce type de microscope qui permet de nous donner les images afin de bien comprendre
ce qui se passe. Et ça, c'est une cellule rouge avec le sang dans une des capillaires. Et cette membrane qui se trouve être le filtre. Et vous voyez ici le fluide qui circule à travers la membrane dans l'espace. La nature même de cette membrane, ça devrait être lisse, mais vous voyez qu'il y a des éléments séparés dans la membrane. Les gens en parlaient, le pathologiste en parlait comme étant un panier. C'est comme une espèce de fibre dans le panier qui se distinguait. Et ce n'est pas supposé être comme ça. Prochaine diapo. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on comprend finalement dans cette maladie. Et ensuite, je vais passer au côté génétique. Et il y a en fait 3 modèles de transmission dans le syndrome d'Alport. Ça, c'est à cause du fait qu'il y a plusieurs gènes différents qui peuvent muter et manifester le même syndrome. Le plus courant, c'est le COL4A5 sur le chromosome X et comme le docteur West l'a dit, la transmission X et le docteur Clément l'a aussi décrit. Et il y a 2 autres gènes aussi qui peuvent déclencher le syndrome d'Alport, c'est COL4A3 et 4A4. Ils ne sont pas sur le chromosome X, mais 4A4 est sur le 2 et 4A3 est sur le 13. Ce sont des gènes à différents endroits dans l'ADN, mais qui produisent le même syndrome. Alors, voici, ce sont des brins de collagène, une fibre très rigide d'un filtre. Mais ce qui se passe, c'est que chaque brin se recroise ou se joigne un à l'autre par les protéines produites par le gène 3, 5, 4. On a besoin de ces 3 gènes, 3, 4, 5, pour produire un filtre ferme, résistant. Si les 3 ne sont pas présents, le filtre est lâche. Et chaque fois que le sang étant le vaisseau sanguin, il n'a pas la solidité pour exercer son rôle de filtre. Alors, c'est assez intéressant ici. On connaît ce qui se passe à cause de ce filtre. Et ça nous dit que peut-être il est possible de protéger peut-être les filtres, les capillaires, etc., en enlevant la pression. Et c'est ce qui a été testé précisément en utilisant un élément et en réutilisant la pression à l'intérieur. Le filtre est moins étendu, étiré chaque jour, et ça peut avoir un effet pour ralentir la progression de la maladie. Maintenant, le côté génétique, c'est un peu plus compliqué, mais le voici. Ça, c'est un gène, COL4A4. Il y a une mutation ici parce que c'est une famille de gènes récessifs pour le syndrome d'Alport. Les gens qui ont une copie erronée de COL4A4 sont corrects. Peut-être qu'ils vont avoir un peu de sang dans l'urine, peut-être un peu de protéines, mais n'auront pas d'insuffisance rénale. Mais si par chance, 2 personnes se marient, ont un enfant et finalement transmettent le gène qui a la mutation, cet enfant
ayant cette mutation, ici un cercle, aura le syndrome d'Alport. C'est une fille, parce que dans cette famille, le gène n'est pas sur le chromosome X. Mais quand deux gènes sont combinés et quand la COL 4A4 est manquante, c'est ce qui se passe. Voici la forme la plus courante du syndrome Alport dont a parlé le Dr. Clermont. Je vais dire rapidement que X, Y, bon, les trois femmes de cette famille ont un peu de cet élément COL 4A5, mais n'ont pas besoin d'avoir de dialyse. Mais les hommes qui n'ont pas de copie de bons chromosomes ont l'Y de leur père, n'ont pas de bons chromosomes, ont le X avec la mutation, donc sont incapables de faire ce chevauchement avec le COL 4A5 et ils vont développer le syndrome d'Alport, même si l'enfant à 10 ans, il a un peu de protéines dans l'urine, éventuellement, il va développer la maladie rénale, comme son oncle qui a eu une transplantation rénale. Si on revient, encore s'il vous plaît. Alors, ce que je voulais dire ici, c'est que cette femme qui ne semble pas touchée, elle est transporteuse comme sa mère, a développé donc des problèmes et elle a la dialyse en ce moment. Ce qui veut dire que comme d'autres maladies dont on a parlé, même si la génétique première peut révéler d'où vient la maladie, quelle que soit la gravité de la maladie, ça peut être modifié par d'autres gènes ou par d'autres événements. De sorte que maintenant, on sait que même les porteurs, les femmes porteuses qui ont ce gène COL 4A5 peuvent avoir la maladie grave. Alors voilà, un dernier point sur le syndrome d'Alport qu'on doit retenir ici de cette diapo. Comme je l'ai dit, s'il y a une mutation ici dans la famille pour le COL 4A3 et 4A4, un gène avec mutation peut être transmis à la prochaine génération. Mais les gens qui l'ont habituellement ont une maladie très faible, un peu de sang, de protéines dans l'urine dans les pires cas, qu'une faible insuffisance rénale. Mais ces familles posent un problème, surtout pour les pédiatres, parce qu'on voit des jeunes enfants qui ont du sang dans l'urine et il faut qu'on sache, est-ce que la famille a transmis un gène excellent ou pas, ou s'il va y avoir une défaillance rénale. Alors, il faut faire un test génétique à ce niveau-là. Et oui, aussi, un antécédent familial très détaillé pour savoir s'il n'y a pas d'autres garçons ou filles qui vont avoir des insuffisances rénales. Les tests génétiques, on ne pose pas seulement des questions, parce que là, on va savoir si le garçon a une mutation sur le chromosome, est-ce qu'il va avoir une défaillance rénale ou sur un de ses autres chromosomes, ses autres gènes. Donc, il y a un rôle très, très important du test génétique à ce niveau-là. Oui, c'était le nom que ça portait. Maintenant, je vais parler de la maladie des reins polykystiques, ADP.
codé. C'est rare, mais pas si rare. 1 sur 1000 naissances. Dr. Vichet a proposé que c'est peut-être pas si courant. Néanmoins, c'est une maladie rénale courante parce que quand ça affecte 12,5 millions de personnes en Amérique du Nord, ça, c'est une photo d'un rein polykystique et qui montre, c'est une coupe évidemment qui montre un rein qui a été extrait d'un patient et vous voyez à peu près 1000 kystes dans un rein d'une personne. Et souvent, ça commence avant la naissance. On ne peut pas les voir, on le voit par ultrason et on essaie, ça envahit tout le rein avec le temps. Il y a 2 types de maladies. Il y a le PKD1, causé par une mutation du gène, chromosome 16, et l'autre forme s'appelle PKD2. C'est une mutation du gène du chromosome 4. La différence entre ces 2 formes de maladie, c'est que dans le cas de PKD1, ceux qui, 100% qui en survivent, ne vont pas avoir d'insuffisance rénale. À l'âge de 30 ans et plus, là, les fonctions rénales faiblissent. Alors, vous voyez le nombre de personnes qui ont besoin de dialyse ou transplantation et souffrant de PKD1. C'est le même processus. Alors, on a dit PKD1, mais finalement, c'est PKD2. Mais c'est mieux d'avoir cette forme de la maladie, PKD2, parce que le rein fonctionne normalement pendant plus longtemps. Pourquoi 2 différents gènes causent la même maladie polykystique des reins? Alors, en dessous, on tente de l'expliquer parce que les 2 différentes protéines, ça c'est une erreur, ça devrait être PKD2, désolé de l'erreur, c'est que les 2 différentes protéines produites par les 2 gènes travaillent simultanément. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que chaque cellule a une espèce d'antenne ici. Dans la circulation de l'urine circule et touche ces antennes et utilise cette information, que ce soit en amont ou en aval, et l'information est utilisée par la cellule pour savoir comment se positionner le long du tube urinaire. Et on a besoin de ces 2 protéines pour envoyer cette information à la cellule. Alors, si vous ne l'avez pas ici ni là, vous allez avoir le même problème. C'est une erreur de communication. Alors, la cellule a perdu son GPS, en quelque sorte, son antenne, ne sait pas ce qu'il y en a, et bon, ça va dans la mauvaise direction. Alors, les kystes se forment dans le rein, que ce soit avec l'une ou l'autre de ces protéines défaillantes. La génétique, ça, c'est une maladie dominante, dans le sens que si le père a la maladie, il y a une chance de 50% de la transmettre, le gène anormal, à un de ses enfants, comme l'a dit le docteur Clermont. Et chaque enfant a 50% de recevoir ce gène. Il peut en recevoir un bon, le PKD1, qui a cette mutation. Alors, vous voyez dans cette famille, le père, la fille ont des maladies rénales polykystiques. Mais c'est encore plus compliqué en matière de génétique. Si on hérite d'une copie, la mutation, c'est comme un signe moins. Vous voyez, j'ai mis un signe moins. Quand on hérite d'un gène anormal, toutes les cellules le long du tube vont avoir ce gène
mutés, mais ils sont sains dans le sens que la maladie est récessive au niveau de la cellule. Par contre, à mesure que le rein se développe, les cellules se divisent et à un moment donné, il y a une erreur qui est produite dans la réplique, d'avoir une réplication. Il y a une erreur qui se fait et à partir de la bonne copie. Et cette cellule, tout à coup, a perdu les 2 copies de l'information dont elle a besoin pour créer cette petite antenne qu'on a vue. Donc, un élément qui a l'air sain, ces cellules ont perdu les 2 copies. Vous avez d'un côté des nouvelles mutations qui se font tout le long du tube au début, à la fin de ces tubes. Et tranquillement, ça augmente de taille avec le temps et ça va produire les maladies rénales. Alors, ça, c'est la génétique du PKD qui est complexe. Pour des fins cliniques, on a simplement besoin de savoir si on a reçu une mauvaise copie du gène parce qu'il va y avoir des problèmes rénaux. En fait, la biologie peut être utile à l'avenir pour trouver des traitements de maladies rénales polycystiques. Alors, c'est une liste des choses. Je ne vais pas tout lire, les détails. L'important, c'est de retenir que, comme dans toute maladie génétique, il y a des cas où c'est très utile d'utiliser la technologie actuelle, qui est de moins en moins chère et de plus en plus rapide, pour identifier la mutation exacte dans une famille. Et ça peut aider à établir un diagnostic, à expliquer, si les gens le veulent, savoir si les jeunes enfants sont touchés ou pas. Et aussi, probablement, à mesure qu'on va l'utiliser à l'avenir, ça va être possible de déterminer si un patient est admissible aux nouvelles thérapies génétiques qui vont se développer au fil des ans. Je ne vais pas vous dire, la complication des décisions sur l'étude génétique, sur l'ADPKD. Bon, c'est très difficile pour une famille de savoir est-ce qu'ils devraient entreprendre ces recherches et que faire avec ce qu'ils apprennent. Parce que c'est vraiment très important aussi. Il faut considérer ces éléments. La plupart des personnes qui ont des jeunes enfants maintenant avec ADPKD doivent discuter sérieusement avec des conseillers en génétique. Alors, je vais résumer mon message. Les maladies rénales sont toutes rares, mais dans l'ensemble, les maladies rénales ne sont pas rares, sont communes, sont courantes. Et en génétique, il faut le comprendre, il faut exploiter ce qu'on connaisse pour trouver des solutions pour chacune des maladies rares. Mais c'est important de dire que la génétique, j'espère que chaque patient, chaque famille comprend la génétique des maladies rares. Si vous ne voulez pas avoir cette information, allez faire vos recherches. Des experts dans le domaine pourront vous renseigner. Et je pense qu'un autre point important qui est important, Dr. Clermont l'a souligné, Dr. West aussi, que bien comprendre la fonction de chacun de ces gènes. Pourquoi il y a ces maladies qui sont produites? Ça fait partie d'une recherche pour faire avancer la science parce que c'est quand on comprend bien la fonction des protéines et des gènes du rein, c'est ça l'information dont on a besoin pour concevoir des stratégies de traitement. Le dernier point au sujet que j'ai mentionné, c'est que de plus en plus, il y a le test génétique et la précision est de plus en plus importante pour connaître la nature des gènes qui ont une mutation, à la fois pour la recherche,
mais aussi important pour les familles afin qu'elles prennent des décisions. Ceci étant dit, je vais terminer et je pourrai donner des détails pendant la période de questions-réponses. Melanie, we'll invite you to speak now, please. À vous, Mélanie, à vous la parole. Oui, alors bonjour tout le monde. Il me fait plaisir aujourd'hui de partager un peu mon histoire familiale. Alors, je suis âgée de 47 ans, je suis hygiéniste dentaire depuis 26 ans, puis je suis une personne qui est très, très impliquée au niveau du scoutisme depuis presque 30 ans. Dans le fond, j'ai été diagnostiquée avec le syndrome d'Alport à l'âge de 15 ans. L'histoire familiale, dans le fond, débute dans les années vers 1975, où mon père a été diagnostiqué avec une insuffisance rénale terminale à cette époque-là. Il était âgé de 29 ans, donc on sait que chez l'homme, c'est plus jeune. Par contre, à cette époque-là, il ne savait pas là, que c'était ce syndrome-là. Donc, ça avait été mentionné comme quoi, dans le fond, c'était suite à une amygdalite à streptocoque qu'il aurait contracté quand il était jeune, puis qui aurait endommagé avec les années ses reins. Mes parents avaient à ce moment-là demandé s'il y avait une question d'hérédité et les médecins leur avaient dit que non, il n'y avait pas de problème. Donc, pas de danger pour nous. Et moi, j'avais 16 mois à cette époque et ma sœur était âgée, elle, de 3 ans. Les années ont passé. Mon père a été dialysé durant 23 ans, donc hémodialyse et dialyse péritonéale. Il est décédé malheureusement à l'âge de 53 ans après 23 ans de dialyse. Vers 1980, c'est sa mère qui a commencé la dialyse. À ce moment-là, encore là, on ne sait pas on ne sait pas pourquoi, mais elle a une insuffisance rénale terminale, donc elle sera en dialyse durant 9 ans. Elle était âgée, au début de la dialyse, elle était âgée de 69 ans. Donc, on voit que chez la femme, c'était un petit peu plus tard que ça s'est développé. Dans les mêmes années, en 1989, c'est lors d'un laboratoire, dans mon cours de biologie, où on faisait des tests, que j'avais des tests de labo à faire avec notre propre urine. Donc, mon professeur nous avait demandé de faire des expériences. Et de mon côté, ça réagissait un peu bizarrement. Donc, j'ai été allée la voir, puis je lui avais conté un petit peu nos antécédents familiaux, là, que mon père était en dialyse, que ma grand-mère aussi. Puis elle m'a demandé d'aller consulter l'infirmière du collège. Donc, cette dernière m'a référée à mon médecin de famille. Puis après ça, on a commencé à passer des tests. J'ai vu un urologue, tout ça. Puis finalement, ils nous ont transférés à Sainte-Justine. Et c'est là que j'ai rencontré Dr. Clermont, qui était mon médecin, ma néphrologue à l'hôpital Sainte-Justine. Alors là, on a passé d'autres tests avec une biopsie et c'est là que le diagnostic est tombé du syndrome d'Alport. Suite à ça, ma sœur a passé aussi des tests et elle aussi, évidemment, on sait que si le père est porteur et développe la maladie, automatiquement, avec le chromosome X, il va le passer à ses filles. Donc, conclusion, ma sœur aussi est atteinte du syndrome d'Alport. On est suivi à Sainte-Justine jusqu'à notre majorité. Ensuite, on n'a pas vraiment de symptômes. Hein. C'est vraiment la protéinurie dans les urines, des traces de sang, tout ça dans les urines. On fait notre petit bout de chemin. Après ça, on a été transféré à Notre-Dame et on est suivi pendant plusieurs années en protection rénale.
il y a eu aussi des tests dans la famille, là. Mon père avait un frère et une sœur. Donc, son frère a passé les tests. Lui, c'était négatif. Il n'était pas porteur. Et sa sœur n'a jamais passé les tests. On a appris aussi il y a plusieurs années par après que, dans le fond, la mère de ma grand-mère était décédée d'urémie dans les années 50. Donc, on voit là, qu'il y a le pattern là-dessus là, qui s'établit au niveau de la famille. Finalement, moi, je suis aussi atteinte d'une surdité du côté de l'oreille droite. Donc, moi, ça a affecté aussi ce côté-là. Puis, avec les années, de mon côté, c'est en 2008 là, que ça commence à aller moins bien. La fonction rénale diminue beaucoup. Je tombe à 30 de fonction rénale. Et c'est là qu'on commence à me parler de faire les préparatifs pour les tests en pré-greffe. Donc, ça a pris environ 1 an et on a décidé de s'enligner un peu vers la greffe du donneur vivant parce que j'ai 2 personnes qui se sont offertes pour faire un don d'organes. Et je suis toujours un petit peu émotive encore quand j'en parle parce que c'est toujours tellement un beau geste et tout ça. Donc, ma mère s'offre et ma tante, qui est la sœur de ma mère, s'offre aussi. Ma mère, dû à sa haute pression, tout ça, elle est refusée. Donc, finalement, ma tante commence à faire toutes les démarches et on passe à travers tous les tests. Et finalement, quand j'arrive à ma greffe, ma fonction rénale est à 10 à ce moment-là. J'ai été chanceuse, je n'ai pas eu de dialyse. Puis, j'ai été greffée le 7 septembre 2010. Donc, ça fait 10 ans cette année au niveau de ma greffe. Je me porte bien. Oui, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu, dans la première année, plus d'hospitalisation, tout ça. Mais pour rien au monde, je repasserai par le même chemin, sans aucun doute, sans réticence. J'ai été bien entourée, ma famille, mes amis. On a besoin de ça, du support au niveau psychologie, tout ça. Puis avec les années, on développe beaucoup aussi de résilience, surtout dans ces temps-ci en pandémie. Évidemment, je ne travaille pas, je suis en arrêt de travail, mais on prend une journée à la fois. Puis pour moi, dans le fond, 1 année de plus greffée, c'est 1 année de moins en dialyse. Donc, c'est un petit peu l'histoire de ma famille. On a eu 5 générations, à ma connaissance, qui ont été touchées par cette maladie-là. Alors, si vous voulez, il y a des gens qui ont cette maladie-là, qui veulent communiquer avec moi, me poser des questions, ça va me faire plaisir de leur répondre. Merci beaucoup. Thank you very much, Melanie, and I'll hand you over to Ed. Merci beaucoup, Mélanie. Et je vais passer la parole à Ed. Alors, il reste quelques minutes. On va prendre quelques questions-réponses, mais on demande aux participants de vous envoyer vos questions par courriel et on les acheminera aux panélistes avec plaisir. Alors, à vous, Ed. Je suis né en 58. Je suis le plus jeune de 3 enfants, 3 garçons. Je pensais que j'ai eu une enfance normale, mais je me rappelle bien qu'il y a eu... j'ai eu toujours beaucoup de difficultés. J'avais des difficultés, je ne pouvais pas transpirer, des petites manifestations comme... Bon, ça a continué. Et à 43 ans, on m'a dit que mes reins fonctionnaient à moins de 10 %. Par conséquent, c'était à cause de la maladie de Fabry. Et le docteur West l'a bien expliqué, ce dont il s'agit. On m'a dit qu'il n'y avait pas de traitement, de thérapie à cause de ma famille, mes antécédents familiaux et que je mourrais autour de 50 ans. Pour faire une longue histoire courte, j'ai 62.
J'ai eu une transplantation rénale, une greffe en 2001. Par conséquent, à la suite de cette j'ai eu une thérapie enzymatique. J'ai pu vraiment survivre aux attentes qu'on avait posées. J'aimerais mettre l'accent sur les leçons, les enseignements que j'ai tirés au cours des 19-20 ans. Le plus important, c'était de comprendre que je ne pouvais rien contrôler, avoir une bonne attitude face à la vie. Et je pense que mon slogan dans la vie, c'est très simple. Si je peux me lever le matin et je peux aller à la toilette, alors je vais passer une bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ed. J'apprécie beaucoup. Mais alors, nous sommes heureux de vous entendre. Je suis sûre, Ed, que vous allez pouvoir prendre des questions aussi plus tard. Maintenant, Sandra. Bonjour, je suis Sandra Kidston. J'ai une maladie rénale polykystique. Je suis très heureuse de vous dire, comme Ed, j'ai 61 ans et je suis une des personnes qui s'en font parce que c'est emballant d'avoir 51 ans. Mes reins fonctionnent bien. J'ai eu une transplantation maintenant. Ça fait 8 ans. Chaque jour, pour moi, c'est magnifique. Et l'étape des 60 ans était difficile à atteindre dans ma famille. Alors moi, j'en suis très heureuse. Mon père avait PKD, a décédé à l'âge de 42 ans. Les choses ont été assez différentes maintenant parce qu'avec la dialyse, imaginez dans ce temps-là, et mon père a pu profiter de la dialyse. Et aussi, Dieu merci, grâce aux autres médecins ici, nous avons pu atteindre la situation actuelle. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on se sent vraiment très heureux de voir que les contributions, les levées de fonds sont attribuées à l'avancement de la science dans ce domaine. Aujourd'hui, avec le recul, je songe à ce qui est arrivé au décès de mon père. Notre famille s'est disloquée parce que c'était comme un grand secret. On ne disait pas aux gens qu'on était malade à l'époque. Et peut-être aussi pour des bonnes raisons. Mais voyez, aujourd'hui, on a des conseillers, des travailleurs sociaux, beaucoup de soutien. Malheureusement, dans nos vies, après le décès de mon père, j'ai eu un grave accident de voiture et j'ai eu un plâtre, un corset terrible pendant des années. Mais les obstacles, c'est ce qui nous apprend à être plus forts et c'est ce que j'ai appris de la maladie parce que ça m'a appris à vivre avec PKD, avoir de l'amour, de la persévérance, entouré d'une bonne équipe médicale. C'est comme ça, non seulement je survis, mais j'ai pu aimer la vie et j'en suis très heureuse. Je mets l'accent sur les patients qui m'ont soutenue et mes fils qui ont toujours été présents, mon frère qui a participé activement à la fondation depuis plusieurs années. Et vous savez, il y a aussi un pouvoir supérieur au mien, n'est-ce pas? Je crois fermement que tout cela contribue. J'ai eu la dialyse pendant 6 ans. Ma greffe, je l'ai eue en décembre 2012. Je serai toujours reconnaissante de la famille qui m'a donné ce cadeau spécial. Vivre avec la maladie rénale, c'est un défi. Les régimes, les limites, la dialyse, les médicaments, l'exercice, il y a des bonnes et des mauvaises journées, mais c'est important de contrôler ce qu'on peut. Comme je l'ai dit, on a l'impression qu'on n'en a pas beaucoup, mais oui, on peut contrôler beaucoup de choses.
Moi, je dis toujours aux gens quand ils se sentent découragés, « Ah, qu'est-ce que je dois faire? » Je leur dis, continuez de vivre comme si un chien que vous courez après. Continuez à courir dans la vie, avancez du mieux que vous le pouvez chaque jour et continuez. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Notre vie est toujours meilleure. On apprend toujours l'un de l'autre, tout le monde. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup, Sandra. Très heureuse de vous avoir. Et dernier, mais non moindre, Randy. Bonjour, je vous remercie de l'invitation pour adresser le groupe aujourd'hui. Moi aussi, j'ai la maladie des reins polykystiques. J'ai été diagnostiqué à l'âge de 29 ans. Mon père a été diagnostiqué à l'âge de 57 ans. Il a commencé la dialyse subitement. He was what we refer to as a crash start. His intro. Et il a toujours dit que c'était un dur départ. J'appelle notre histoire de maladie polykystique des reins une affaire de famille. Parce qu'on peut, la maladie est présente depuis 5 générations au moins. Mon arrière-grand-père, ce que j'ai à vous livrer aujourd'hui, c'est un message comment je dirais ça, d'espérance, un peu comme Sandra. Mon arrière-grand-père, il est décédé à cause de l'insuffisance rénale. Il n'y avait pas de traitement dans le temps. Ma grand-mère, dans le temps, on m'avait parlé un petit peu d'une pratique de la saignée. I believe in English it's called bloodletting. Mon père, lui, il a commencé avec la dialyse hémodialyse dans le centre et par la suite, il a changé à la dialyse péritoniale à la maison qui, pour lui, c'était vraiment, les résultats étaient meilleurs avec la dialyse péritoniale. Moi, j'ai été greffé comme Mélanie le 7 septembre, mais en 2017. J'étais ému quand j'ai annoncé à ma famille, des amis, des collègues de travail que j'étais en insuffisance rénale et que j'avais besoin d'un rein. Et j'étais tellement content, fier d'avoir eu 25 personnes qui se sont présentées ou qui se sont inscrits pour une évaluation pour voir s'ils étaient compatibles avec moi. Et au bout de la ligne, la meilleure personne était mon épouse, Francine Lirette. Francine m'a donné un de ses reins en septembre 2017 et je dois dire qu'au début, avec les médicaments, j'ai eu un petit peu de difficulté avec les médicaments au début, pas dans le sens de les prendre, mais de vivre avec les effets secondaires. J'ai eu un petit peu de difficulté, mais une fois que c'était stable, la vie est extraordinaire. Avec la maladie des reins polykystiques, la descente de notre fonctionnement rénal est tellement, au moins dans mon cas, ça se dégénère au bout dans mon cas, c'était 30 ans. Et puis, quand j'étais bien avec la greffe, par la suite de la greffe, j'en revenais pas. Je ne savais pas jusqu'à quel point j'étais malade quand j'ai eu mon rein, mes reins, quand j'ai eu la greffe, mes reins natifs fonctionnaient à 9%. Et un autre petit message d'espérance, mon fils Chad, ça s'en vient sur 2 ans, prend le médicament Tolvaptan, Ginarc, et lui, il a des résultats extraordinaires. Ça va bien, c'est sûr qu'il court à la salle de bain souvent, mais ça, je ne sais pas comment le dire en français, mais son eGFR est à 78. Et
Mon fils n'est pas comme moi, il est grand et mince et il a 5 pieds 11 puis il pèse à peu près 155 livres. Alors, il a perdu quelques livres avec le médicament, mais ça va très, très, très bien. Pour un parent, pour moi, ça me soulage énormément parce que je me sens un peu mal d'avoir eu un enfant. Bien, j'ai eu 2 enfants, mais un enfant qui est atteint de la maladie. Je me sens coupable. Mais ce qui est important à souligner, c'est que les 5 générations de ma famille, il y a eu des meilleurs traitements à chaque génération. Alors, pour ceux qui se trouvent avec la maladie rénale polykystique, il y a de l'espoir et la vie est extraordinaire après la greffe. Et merci pour l'opportunité de vous adresser aujourd'hui. Thank you very much, Randy. Merci énormément, Randy, et aux panélistes et aux experts aujourd'hui. On vous remercie énormément d'avoir... nous n'avons plus de temps, alors c'est incroyable la quantité d'informations qu'on a reçues. Alors, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez parler de quelqu'un de la communauté ou de la fondation, où vous pouvez envoyer un courriel. Alors, merci beaucoup à toi, Janice. Vous pouvez lui envoyer des courriels si vous avez besoin d'informations. Merci tout le monde d'avoir assisté au webinaire Les enfants, les familles et les maladies rénales. Alors, votre ordinateur va s'ouvrir sur une nouvelle page. C'est un sondage de satisfaction. Vous avez aussi reçu un courriel. Vous pourrez le compléter plus tard. Vos commentaires sont importants pour nous aider à améliorer notre série de webinaires, surtout parce qu'il y a de la traduction simultanée et je ne sais pas si le son a pu se communiquer correctement. Vous allez recevoir donc dans les 48 à 72 heures un courriel de suivi. Vous pourrez visionner l'enregistrement en français ou en anglais au nom de la Fondation canadienne du rein. Nous vous remercions de vous être joints à nous aujourd'hui. Bonne santé et profitez du reste de votre journée.